Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui la violoniste Shirley Laube. Bonjour Shirley. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Vous êtes diplômée du Conservatoire royal de Bruxelles, section flamande, et vous êtes la brillante lauréate de nombreux concours de jeunes musiciens. De 91 à 98, vous êtes membre du prestigieux Orchestre des jeunes de l'Union européenne. En 97, vous obtenez le titre de jeune soliste des communautés des radios publiques de langue française et devenez lauréate Juventus, distinction du Conseil de l'Europe en 2001. La même année, vous rejoignez le Silk Road Ensemble de New York, jouant ainsi avec Yo-Yo Ma dans le monde entier, Yo-Yo Ma étant un violoncelliste de renommée mondiale. Violon solo du Royal Philharmonic Orchestra à Londres entre 1998 et 2005, vous êtes régulièrement invité en tant que concertmeister à l'Opéra de Covent Garden, dans les orchestres de la BBC, de Liverpool et dans de nombreux orchestres symphoniques belges, français, hollandais, espagnols et coréens. Parallèlement à votre activité de soliste et chambriste, je rappelle que vous êtes le membre fondateur d'Oxalis et du trio Phoenix, vous êtes également professeur de violon au Conservatoire royal de musique de Bruxelles. Vous avez également fondé le groupe Let's Klets. Je vous propose de débuter notre entretien avec le premier mouvement assez animé du quintet pour harpe, flûte, violon, alto et violoncelle de Jean Cras, donc dans l'interprétation de l'ensemble Oxalis.
Le premier mouvement assez animé du quintet pour harpe, flûte, violon, alto et violoncelle de Jean Cras dans l'interprétation de l'ensemble Oxaliste. Dites-nous, Shirley, venez-vous d'une famille de musiciens? D'une famille de mélomanes, mais pas d'une famille de musiciens. Alors, mon père, il chante beaucoup. Alors, peut-être certains d'entre vous le connaissent, mais c'est un prof de maths, en fait. Mais c'est pas parce qu'on fait des maths qu'on ne chante pas. Et donc, dans la musique, en général, à la maison, il y avait toujours des chansons. Dans la douche, on a beaucoup chanté à Shabbat le vendredi, etc., quand on était petite. Donc, il y a toujours eu de la musique, et ce sont des gens qui aiment beaucoup la musique. Par contre, ils ne jouent pas d'un instrument, ni mes parents, ni mes grands-parents. Ma grand-mère, apparemment, jouait de la trompette à Varsovie. Ah bon? Voilà. Mais c'est un peu l'histoire familiale musicale. Et puis, moi, j'ai commencé. Puis, depuis, ben, ça n'arrête pas. Tout le monde est à la musique chez nous. Alors, justement, comment avez-vous découvert le violon? Aucune idée. J'avais 4 ans, donc il n'y a que des légendes familiales. Mais il paraît que j'ai dit que c'était le plus beau jour de ma vie quand j'ai reçu mon violon à 4 ans. Puis je pense que ça a été aussi un petit peu une idée du Reine Elisabeth que je regardais quand j'étais petite et que mes parents suivaient avec passion. Puisque j'ai vu que chez mes enfants, c'était un peu la même chose. Le Reine Elisabeth a aussi provoqué des vocations. Et alors, qui a décidé de vous offrir un violon? Ah ben là, je sais pas très bien, mais je pense que ça a été un peu dans la famille et puis on voyait que je chantais juste et puis on m'a mis un instrument et puis ça a marché tout de suite et j'ai été directement assez passionnée. Alors, dans votre enfance, vous avez croisé le chemin du grand violoniste Isaac Stern. Quel souvenir gardez-vous de cette rencontre? Extrêmement amical, c'était un monsieur très, très rigolo et qui avait toujours un sourire aux lèvres. Et apparemment, il m'a demandé de jouer des gammes et j'ai refusé parce que en fait, je ne savais pas jouer des gammes. Mais après ça, il a été très encourageant et il a surtout donné des conseils à mes parents. Et les conseils, c'était d'écouter beaucoup de musique et d'aller beaucoup au concert. Et alors, dans quelles circonstances cette rencontre s'est faite? Je crois que c'est un des amis de la famille qui, par via via, connaissait quelqu'un qui connaissait Monsieur Stern et qui nous l'a présenté. Et donc, pour qu'il m'écoute et qu'il puisse me donner un cours ou l'autre, c'était sur la grande salle du Palais des Beaux-Arts. Je me souviens, j'étais très impressionnée. Waouh! Alors, parmi d'autres rencontres, il y a aussi celle avec Yo-Yo Ma. Alors, comment les choses se sont déroulées? Comment vous avez intégré cet ensemble du Silk Road? J'étais à Londres à ce moment-là et un jour je reçois un coup de fil complètement par hasard en me demandant si je suis libre pendant un an à partir de ce jour-là pour faire des concerts dans le monde entier. Alors en général, à ce genre de questions, on dit oui, même si en fait j'avais un boulot et que c'est pas complètement vrai. Mais j'ai rejoint ce groupe avec Yo-Yo Ma qui était intéressé à voir la musique traditionnelle et la musique non traditionnelle, donc écrite et orale, sur la route de la soie, c'est-à-dire en fait une espèce de combinaison entre quelques musiciens classiques, on était 6 ou 7, et des musiciens traditionnels de pas mal de pays sur la route de la soie. Il y avait de Mongolie, il y avait des Perses, il y avait un petit peu de tout. Et on s'est retrouvés à faire des répétitions pendant des semaines dans des endroits complètement ahurissants pour justement préparer des concerts, pour apprendre des musiciens traditionnels. J'ai beaucoup travaillé mes gammes perses avec des quarts de ton, des tiers de ton, etc. On faisait ça tous les matins pour essayer d'apprendre toutes ces gammes. Et puis, les musiciens qui n'avaient que des traditions orales et qui ne savaient absolument pas lire la musique, eux travaillaient des partitions que nous, on leur apprenait. Et ça a été une expérience absolument extraordinaire de pouvoir rencontrer tous ces musiciens qui ne sont pas, qui n'ont pas le même genre d'éducation que ce qu'on a nous en Occident, mais qui sont des gens extraordinaires et très, très, très bons musiciens. Donc, la cohabitation entre ces deux styles s'est fait vraiment de manière tout à fait harmonieuse ou il y a eu vraiment des problèmes techniques à affronter, à surmonter? Les problèmes techniques, il y en a eu beaucoup parce que évidemment les instruments n'étaient pas faits pour se mêler, mais on avait l'aide de compositeurs qui travaillaient de la musique pour qu'on puisse les jouer ensemble. Et certaines pièces étaient plus réussies que d'autres, on est bien d'accord. Mais on a trouvé par exemple une petite mélodie italienne qu'on chantait à Venise, même déjà à partir du XVIe siècle et qui était écrite au XVIe siècle, qui a voyagé jusqu'en Mongolie. Et on a retrouvé en Azerbaïdjan la même mélodie qui n'avait pas changé d'un iota et qui était jouée avec le doudouk.
Et puis des choses comme ça où on voyait que toutes ces routes commerciales qui ont eu lieu pendant des années ont aussi véhiculé pas mal de musique et pas mal de mélodies qui étaient habillées alors avec des épices un petit peu différentes. Et on a essayé de retrouver les épices pour voir comment les frontières, quelle influence ont les frontières sur les harmonies musicales. Mais c'était passionnant. Ah oui, c'est vraiment passionnant. Alors, moi, je vous propose de poursuivre en vous écoutant avec l'introduction et allegro de Maurice Ravel dans l'interprétation de votre ensemble Oxalis.
l'introduction et allegro de Maurice Ravel dans l'interprétation de l'ensemble Oxalis. Shirley, vous êtes professeur de violon au Conservatoire royal de Bruxelles. Quel est le message principal que vous cherchez à transmettre à vos étudiants? C'est une bonne question. Je crois que tous les musiciens veulent transmettre le message de l'amour de la musique. Déjà, c'est une évidence. Ceci dit, les gens qui rentrent au conservatoire, qui veulent déjà faire de la musique leur métier, leur carrière, en général, ils adorent la musique. Donc, le message principal, il est déjà passé avant qu'ils ne rentrent. Après ça, ce qu'il faut faire passer comme message, c'est comment on fait pour aimer la musique et pouvoir la communiquer à d'autres, parce que le fait d'être musicien professionnel, ce n'est pas d'aimer soi-même la musique. Ça, il y a énormément de gens dans le monde qui aiment la musique. Je crois que pratiquement tout le monde que je connais aime la musique, que ce soit un style ou un autre. Mais par contre, vouloir la communiquer et vouloir la rendre vivante de la part de musiciens qui voient une partition et qui puissent, en fait, avec leurs propres émotions, la rendre vivante par rapport au monde qui ne sait pas lire spécialement des partitions, ça, c'est le message à communiquer à ses étudiants. Et donc, ils doivent à ce moment-là un petit peu affirmer leur personnalité, parce que souvent, lorsqu'on a 18 ans, on se cherche un petit peu. Donc, un professeur donne des clés techniques pour pouvoir donner aux personnalités des gens qu'il a en face de lui la manière de pouvoir complètement oui, communiquer finalement avec un instrument dans les mains. Et alors, est-ce que la partie technique est prépondérante dans la formation que vous donnez, ou c'est vraiment la musicalité, la sensibilité que vous mettez en avant? Je crois que, comme tout prof, en fait, il y a toujours quand même les deux qui sont mêlés, autant dans la musique que dans le sport. Il y a des choses qui sont un peu pareilles. On ne peut pas jouer bien d'un instrument si on n'a pas une technique correcte. Et donc, la technique passe par des mouvements. Le mouvement et l'apprentissage du mouvement passe par la répétition, passe par les muscles. Et donc, c'est quand même des choses qu'il faut répéter, qu'il faut travailler. Et quand je dis travailler, c'est 8 heures par jour. Hein. On est bien d'accord qu'on n'en est pas à une petite gamme, et voilà. Donc, forcément, ça passe par la technique. Mais la technique n'est qu'un vocabulaire pour pouvoir s'exprimer. Et donc, on parle beaucoup de sensibilité. On parle beaucoup d'histoire. On parle de concepts. On parle d'esthétique, on parle de comment est-ce qu'un sentiment se transmet par la musique, qu'est-ce que ça veut dire jouer joyeux, qu'est-ce que ça veut dire jouer triste, comment la nostalgie peut se marier au bonheur. Enfin, toutes ces choses-là, finalement, ce sont des vocabulaires, ce sont mettre des mots sur des émotions, et non seulement mettre des mots, mais mettre des notes, et puis essayer de le faire transmettre par le son. Est-ce que c'est difficile pour un étudiant qui termine le conservatoire de débuter une carrière à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, disons qu'avec toute cette histoire de Corona, maintenant, c'est carrément énormément... ça a beaucoup changé, c'est extrêmement difficile. Je crois que de tout temps, on voit ça même dans les lettres de Jean-Sébastien Bach, ça a été difficile pour pour les musiciens de faire une carrière. Donc, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de carrière de musicien en général. Mais c'est vrai qu'en ce moment, vu qu'il y a beaucoup moins de possibilités de jouer, et que les organisateurs de concerts sont encore un petit peu frileux par rapport à leur saison et ce qu'ils peuvent proposer à un public, ce qu'ils peuvent ou pas organiser, les salles dans lesquelles ils peuvent organiser leurs concerts, etc. Ça donne quand même des freins à de jeunes musiciens qui ne sont pas encore lancés et pour lesquels les organisateurs de concerts n'ont pas encore une confiance totale. Parce que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les organisateurs se tournent vers des gens qu'ils connaissent et que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas aller, lorsqu'il y a un contrat qui doit s'annuler parce que les règles sanitaires ne le permettent pas ou autre chose, eh bien, c'est en amitié avec des gens qu'ils connaissent bien. Pour les tout jeunes musiciens qui commencent maintenant, c'est quand même très, très compliqué. Et donc, malheureusement, on voit les générations des 2-3 dernières années qui ont terminé depuis 2-3 ans, qui rament un peu et qui font beaucoup de Uber et Deliveroo et d'autres métiers Ah oui, carrément. pour un peu survivre et attendre que ça passe et attendre qu'ils puissent se lancer. Ce qui est magnifique et qui est très enthousiasmant quand même, c'est de voir que l'idéal de ces jeunes-là qui sont obligés de faire autre chose pour l'instant n'a pas bougé d'un iota et qu'ils sont prêts à se remettre en selle dès que c'est possible et qu'ils gardent leur instrument bien au chaud et qu'ils continuent à travailler, à faire des projets, à essayer d'imaginer des concerts pour l'avenir, mais non seulement des concerts, mais des projets, des nouveaux concepts, parce que les jeunes de maintenant sont très inventifs et donc ça continue, le monde continuera à tourner. Et vous les encouragez donc à créer des formations entre eux, entre les différents instruments, de créer des quatuors et
de continuer à jouer même s'il n'y a pas de concert? Parce que c'est ça qui est un petit peu démotivant pour eux. C'est peut-être démotivant et d'un autre côté, ce qu'on essaye de faire, c'est de les encourager à se réinventer tout le temps. Parce que ça, c'est quelque chose quand même que chaque artiste doit faire chaque jour de sa vie, c'est se réinventer. Et forcément, on a un système de concert qui est relativement classique et qui n'a pas beaucoup changé depuis quelques dizaines d'années. Mais on voit bien que le monde autour de nous change et donc tout ce système se réinvente et doit trouver des nouveaux publics, des nouvelles formules. Et les jeunes qui viennent de sortir du conservatoire sont des moteurs dans cette réflexion. Et je crois que c'est grâce à eux aussi que tout le reste du système et du secteur va pouvoir avancer et justement retrouver une vie fraîche et nouvelle après toute cette crise. Alors, je vous propose de continuer à vous écouter avec Voyage au pays du Tantre de Gabriel Pierné, toujours en compagnie de l'ensemble Oxalis.
Voyage au pays du temps de Gabriel Pierné par l'ensemble Oxalis. Alors, Shirley, vous êtes membre fondateur de l'ensemble Oxalis. Comment a démarré cette aventure? C'était génial. On était étudiants, moi j'avais 18 ans, et on venait de faire un projet ensemble au conservatoire, et les personnes qui ont participé à ce projet se sont tellement bien entendues qu'on a décidé de continuer ensemble. Donc c'est vraiment au départ une rencontre musicale, mais qui s'est soldée par une amitié qui reste indéfectible maintenant, parce qu'on est toujours hyper potes. Et les 8 personnes qui ont commencé à Oxalis sont pratiquement toutes les mêmes encore maintenant, c'est-à-dire 28 ans plus tard quand C'est même. formidable. Ce qui est assez rare dans ce genre de métier. Mais c'est parce qu'au départ, c'est la passion pour le matériel musical qui nous a réunis. Et puis ensuite, l'amitié. Je crois que c'est un peu ça qui fait le ciment de notre groupe. Et on a décidé de voir un petit peu des programmes différents de différentes époques, mais on avait directement une préférence pour la Belle Époque. Et la Belle Époque, c'est tout ce qui se passe entre à peu près 1870 et 1930. Et donc, on passe beaucoup par l'impressionnisme. Et l'impressionnisme a été notre premier amour. Puis on a passé après ça au post-impressionnisme, etc. Ce qui nous fait rêver, c'est tous les courants musicaux qui se sont un petit peu rencontrés à Paris et aussi à Berlin, juste avant la Deuxième Guerre, entre deux guerres en fait. Et notre livre de chevet à Oxalis, c'est Le monde d'hier de Stefan Zweig, qui raconte un petit peu toute cette ambiance, tous ces courants d'une Europe qui était en pleine effervescence artistique. Alors, pourquoi l'avoir appelé Oxalis? C'était Là, c'était une bouteille de vin qui en était un petit peu à l'origine. Parce que c'est un C'est-à-dire groupe que un groupe de plantes. J'ai lu, je me suis renseigné. Oxalis, c'est un groupe de plantes. Je me dis, mais pourquoi avoir appelé ça Oxalis? Mais Oxalis, parce que on est toujours d'ailleurs une partie francophone et une partie néerlandophone dans le groupe, et on ne voulait pas avoir de nom qui sonne trop français ou trop flamand. Et donc on a essayé de trouver un mot qui sonnait plus ou moins de la même manière. Et ça, vous allez voir avec les syllabes qui se prononcent différemment. En général, c'est un peu compliqué. Et Oxalis, ça se dit de la même manière. Mais aussi, on s'est inspiré d'un dictionnaire des symboles. Et le symbole d'Oxalis, c'est l'amitié réconfortante et la simplicité élégante. Et là, ça nous a tapé dans l'œil. Alors, comment choisissez-vous le répertoire à aborder? C'est des coups de cœur. Alors, chaque musicien dans Oxalis écoute beaucoup de musique, on lit beaucoup de partitions, on est un peu des rats de bibliothèque, certains plus que d'autres. Mais on regarde un petit peu des choses qui nous intéressent, et puis on le propose au groupe, et de manière assez démocratique. Les programmes sont conçus de manière historique, parce qu'on aime bien avoir un concept historique à travers les programmes. Imaginons par exemple une première partie de concert qui voit un petit peu ce qui se passe en France, et deuxième partie de concert, qu'est-ce qui se passe à Berlin au même temps. Et puis avec un fil conducteur, un fil rouge, selon les concerts et selon les concepts, on essaye de programmer des concerts qui seront à ce moment-là intéressants pour les organisateurs. Donc c'est quand même tout un suivi entre l'idée première de tiens, j'aime bien cette pièce, je veux la jouer, et construire un programme autour d'un concept, autour d'une pièce, autour d'une personnalité, autour d'une idée. Alors, Oxalis vient de publier un nouvel album autour du nonnet. Donc, une formation à 9 instruments. Comment est né ce projet particulier? Mais dans notre parcours, on a joué énormément de répertoires. Je crois qu'on est quand même à 1200, 1300 concerts là en 28 ans. Oh. Et sur ce répertoire, on a des coups de cœur. Des choses que nous, on a découvert, qui ne sont pas toujours les choix des organisateurs, mais qu'on essaye toujours de placer, même si les organisateurs sont un petit peu parfois frileux. Et le projet des Nonettes était en fait un projet où on s'est dit, on va faire connaître cette musique à certaines personnes qui ne les connaissent pas encore et qui ne savent pas encore qu'ils vont l'adorer. Parce que ça nous permettra à ce moment-là de pouvoir après ça le présenter sur scène. Et donc c'est en fait un répertoire que nous, on connaît depuis fort longtemps. Il y a d'abord une pièce de Nino Rota qui est assez légère, Nino Rota qu'on connaît bien grâce à Fellini, mais en fait qui a une production de musique qui n'est pas seulement de la musique de film. Et c'est léger, c'est très humoristique, mais en même temps, il y a pas mal de nostalgie, il y a des très beaux thèmes mélodiques, et c'est un magnifique compositeur, assez facile à écouter. Martino, plus compliqué parce qu'il y a déjà du concept, il y a pas mal de rythmique, et puis c'est la musique tchèque qui est peut-être un peu plus loin de nos contrées, mais ça nous parle aussi, avec toujours une petite machine à écrire de sa maman qui est dans le coin de sa tête.
et qui fait des musiques un peu plus folkloriques, mais bien imprégné d'harmonies qu'il a écoutées dans les années 50 et qui sont parfois pas toujours aussi tonales qu'on l'imagine. Mais ça reste quand même Ça accessible. reste totalement accessible. Et puis, on se retrouve chez Hans Eisler, qui lui est complètement peu accessible au départ, puisque c'est un élève du dodécaphonisme, mais par contre, qui a un peu roulé sa bosse un peu partout. Il est allé au Mexique, il a vécu aux États-Unis, il a été chaque fois un petit peu mis à la porte de partout où il allait pour pas mal de raisons. Il a même fait un peu de cabaret, je pense. Absolument. Mais ça, c'est un peu un fils du cabaret berlinois au départ, mais qui a voulu expérimenter. Et alors, cette expérimentation, le fait de vouloir aller toujours plus loin et de vouloir essayer des choses jusqu'à l'extrême, nous séduit aussi à Oxalis, parce que l'extrême, c'est là où on découvre des choses, même qu'on veut reprendre vers le milieu, mais c'est dans les extrêmes qu'on voit beaucoup de nouvelles couleurs et puis des nouvelles idées. Et Eisler a rapporté de ces extrêmes du dodécaphonisme, mais aussi de ses voyages au Mexique, de tous ces déboires à cause du communisme, etc. Finalement, il a fait une espèce de melting pot qui lui appartient et qui n'a appartenu à personne d'autre. Et donc, il a un style extrêmement personnel dans un honnête où il mêle aussi d'ailleurs une instrumentation qui est un petit peu originale puisqu'il y a pas mal de percus, il y a la trompette, etc. Et puis 3 violons qui sonnent horribles ensemble. Mais c'est un peu l'idée, c'est que ça sonne un peu violonneux. Et donc ce sont des sonorités qui nous ont plu et qui sont très très lointaines de Martino et de Rota. Alors, je vous propose d'écouter un extrait de ce nouvel album avec l'Allegro Calmo du nonnet du compositeur italien Nino Rota.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, l'Allegro Calmo du Nonnet du compositeur italien Nino Rota, un extrait du nouvel album de l'ensemble Oxalis qui paraît chez Passacaille. Vous donnerez le programme de ce nouvel album à Flagey le 17 décembre. Alors Chélie, nous avons comme tradition d'offrir à nos invités le choix de partager avec nos auditeurs un morceau que vous écoutez d'habitude. Qu'avez-vous choisi de nous faire entendre ? Étonnamment, vous verrez chez les musiciens classiques, on écoute relativement peu de classiques à la maison quand on rentre à la maison. Donc on est occupé toute la journée à parler de culture, de son, de rondeur, de philosophie, d'esthétique, etc. On rentre chez soi et on n'a pas spécialement envie d'écouter du Beethoven. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et puis en plus, quand on épluche les patates, ça marche pas bien ensemble. Donc chez nous à la maison, on écoute pas mal de jazz. On écoute aussi pas mal de musique du monde, etc. Et puis, il y a un musicien jeune, et bon, les jeunes, on a toujours beaucoup d'admiration pour les nouvelles idées qui viennent des générations suivantes. Il y a un jeune qui a tapé dans l'œil de mon fils Simon, qui rentre en 6e primaire à Bête-à-Vif, là, et qui nous a fait, lui, découvrir les compositions d'un Anglais qui s'appelle Jacob Collier, et qui est un harmoniste absolument génial, que entre-temps on adore à la maison et qu'on écoute en boucle. Alors il a composé pas mal de choses différentes avec beaucoup d'artistes, mais il a aussi fait beaucoup de compositions tout seul dans sa chambre, et c'était assez emblématique de ce qui s'est passé les dernières années, c'est-à-dire qu'on était un peu tout seul dans notre maison. Pour certains, ça a été l'occasion de créer des petites merveilles, des petites perles, et voilà pour moi une des chansons emblématiques de Jacob Collier, ça s'appelle In My Room. Il a tout fait tout seul, et donc il joue tous les instruments, il chante sur ses chants à lui, et il a tout monté, c'est un bijou. On l'écoute maintenant.
in my room, in my room, in my room. C'était donc In My Room de Jacob Collier. Il s'agissait du choix de Shirley Laube, notre invitée. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Shirley d'avoir accepté notre invitation. Merci à Carlos Zamajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.